Après la France, le Portugal pourrait lui aussi franchir le pas. Le gouvernement portugais va consulter le président et le parlement du pays en vue d'une éventuelle reconnaissance de l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Dans un communiqué, Lisbonne justifie cette décision par l'évolution extrêmement préoccupante du conflit qui oppose Israël et le Hamas, tant sur le plan humanitaire que par les références répétées à une possible annexion des territoires palestiniens. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron avait annoncé que la France reconnaîtrait l'État de Palestine à l'ONU en septembre prochain, une première pour un pays du G7 et pour un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. 144 des 193 États membres de l'ONU reconnaissent déjà la Palestine en tant qu'État, mais seuls 12 pays de l'Union européenne ont franchi ce cap, parmi lesquels l'Espagne, la Suède ou encore l'Irlande. L'initiative française a également été suivie par le Royaume-Uni, le Canada et Malte, mais sous certaines conditions, notamment la mise en œuvre de réformes majeures au sein de l'autorité palestinienne. Ces prises de position interviennent dans un contexte d'indignation mondiale croissante face à la conduite de la guerre menée par Israël à Gaza et au blocus prolongé de l'aide humanitaire. Reconnaître l'État de Palestine signifie reconnaître sa souveraineté dans le cadre d'une solution à deux États, souveraineté fondée sur les frontières d'avant la guerre de 1967, comprenant la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à la confiscation des biens russes et affirmé que Moscou était coincé dans un autre siècle à l'occasion d'une réunion de l'OSCE qui marque le 50e anniversaire des accords d'Helsinki. It's time to confiscate Russian assets, not just freeze them, confiscate them and use them to serve peace, not war. Volodymyr Zelensky a également remercié Donald Trump pour ses efforts visant à négocier un accord de paix après l'annonce du président américain de réduire le délai laissé à Moscou à s'engager dans de nouvelles négociations de cessez-le-feu. President Trump is truly interested in ending the war and we have to do everything we can to make sure the United States and Europe act together for security. Les accords d'Helsinki, signés en 1975, étaient axés sur les principes de la coopération internationale, du respect et de la souveraineté, ainsi que de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Signés par 35 pays, dont les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide, ils ont jeté les bases de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alexander Stubb, le président finlandais, a souligné l'importance de l'héritage de ces accords aujourd'hui et appelé les pays européens à choisir entre les sphères d'intérêt et le recours à la force ou les principes et les règles communes. Le Parlement ukrainien a massivement approuvé ce jeudi un projet de loi rétablissant l'indépendance des deux principaux organismes de surveillance anticorruption du pays. Adopté avec une majorité de 331 voix et 9 abstentions, ce projet de loi annule une mesure controversée prise la semaine passée par Volodymyr Zelensky qui avait réduit leur pouvoir et suscité d'importantes manifestations. Le président ukrainien a donc fait marche arrière et a assuré qu'il était primordial que le gouvernement écoute l'opinion publique. Initialement, Volodymyr Zelensky voulait placer ces deux organismes de surveillance sous le contrôle du procureur général nommé par le pouvoir afin d'accélérer les enquêtes prolongées, de garantir davantage de condamnations et d'éliminer l'ingérence de la Russie. Mais les Ukrainiens, l'Union européenne et des groupes internationaux de défense des droits de l'homme s'inquiétaient de voir le gouvernement s'immiscer dans ces enquêtes. La lutte contre la corruption reste un enjeu crucial dans la candidature de l'Ukraine à l'UE. Les pressions politiques de plus en plus importantes et une enquête pour corruption avaient placé Gintautas Paluckas dans une impasse. Le Premier ministre lituanien a finalement annoncé sa démission ce jeudi. Il quittera également son poste de président du Parti social-démocrate. Gintautas Paluckas était à la tête du gouvernement après la victoire de son parti lors des élections législatives en fin d'année dernière. Son cabinet devrait également annoncer sa démission, ce qui pourrait laisser le pays sans gouvernement. Mais ce n'est pas la première fois qu'il doit faire face à la justice. Gintautas Paluckas avait déjà été condamné pour abus de fonction alors qu'il était directeur de l'administration municipale de Vilnius. Mais une enquête a révélé qu'il n'avait jamais payé une grande partie de l'amende de 16 500 €, des accusations qu'il a toujours niées, qualifiant ses critiques d'attaques coordonnées de la part de ses adversaires politiques. En mai dernier, des journalistes d'investigation avaient révélé qu'il avait reçu un prêt d'État subventionné alors qu'il se trouvait déjà à la tête du gouvernement,
Une enquête avait été lancée, elle est toujours en cours aujourd'hui. La lutte contre les feux de forêt se poursuit au Portugal avec près de 2000 pompiers luttant contre les flammes vendredi matin. Les habitants de la ville de Moreira, à Gondomar, ont dû quitter leur maison par précaution. Há um bocado estava mais calmo, mas agora isto de repente piorou muito. Os seus pais tiveram que sair já? Já mandaram sair agora a GNR. En attendant les pompiers, c'est la population qui tente de contenir l'incendie. Já andamos aqui desde ontem aqui a vigiar. Ele não chegou aqui porque andava aqui perto também. Mas hoje parece que temos de atacar, senão ele acaba por queimar tudo. C'est l'incendie de Ponte da Barca qui inquiète le plus les autorités. Des dizaines de personnes ont également dû être évacuées de leur maison dans les villages de Sobredo et Paradela. À Arouca, l'incendie a déjà été circonscrit, mais pas avant d'avoir détruit 4500 hectares de forêt. L'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère a prévenu qu'un épisode de temps chaud est attendu jusqu'au 6 août, avec des températures maximales prévues de 36 à 44 degrés Celsius. Après 3 jours de violence, la situation revient peu à peu à la normale à Luanda, la capitale de l'Angola. L'association des taxis de ce pays d'Afrique australe s'est mise en grève lundi pour protester contre une hausse de 30% des prix du carburant, annoncée début juillet par le gouvernement. Mais les manifestations ont rapidement dégénéré en émeutes et en pillages dans plusieurs régions du pays, qui ont fait au moins 22 morts et près de 200 blessés. Estamos aqui com uma dificuldade de táxis, não tem clientes para nós vendermos, todas as lojas estão fechadas. Antes de agir, tem que parar para pensar, porque eles estão a se prejudicar. Só as coisas que eles já destruíram, eles amanhã vão necessitar, tá a ver? Então isso não tem como, eles praticamente estão a se prejudicar eles sozinhos. La police dit avoir arrêté quelques 1200 personnes et les premiers procès ont débuté ce jeudi. Les émeutes de ces derniers jours sont la culmination de plusieurs semaines de colère populaire dans ce pays où l'inflation a atteint les 20% en juin et où le taux de chômage avoisine les 30%. Chaque année, le 1er août, le son des sirènes résonne à travers Varsovie, rappelant le déclenchement de l'insurrection de la Pologne en 1944. Cette révolte visait à libérer la capitale de l'occupation allemande avant l'arrivée de l'armée rouge. Soldats de l'armée clandestine, femmes et enfants, tous ont pris part au combat. Parmi eux, Leszek Żukowski, nom de guerre Antek, n'avait que 15 ans lorsqu'il fut enrôlé dans une unité clandestine formée au cœur de son immeuble. Dowódca tego oddziału, wiedząc, że miał wywiad, wiedząc, że jestem harcerzem, wezwał mnie i powiedział: znasz ten teren, będziesz naszym łącznikiem. Jak zdobędziesz broń, będziesz żołnierzem. Więc ja, jak to się mówi, jakbym Pana Boga za nogi złapał, bo ja miałem w 1944 roku 15 lat. Environ 50 000 personnes ont pris part à l'insurrection de Varsovie, dont près de 6 000 enfants. L'aide des Alliés s'est limitée à quelques parachutages, insuffisants pour infléchir le cours des combats. Pendant 63 jours, Varsovie a résisté seule. L'insurrection s'est finalement soldée par une défaite, laissant la capitale polonaise en ruine et causant la mort de près de 200 000 personnes. Mieliśmy do wyboru albo się poddać, albo walczyć. I wybraliśmy walkę. I to jest ten polski wybór, który nie zmieniał się przez wiele pokoleń wcześniej. 81 ans après les faits, l'insurrection de Varsovie reste un symbole de courage et de lutte pour la dignité. Sa commémoration prend une résonance particulière à l'heure où la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, non loin de la frontière polonaise. La foi et la mode se rencontrent dans une Rome aux couleurs du monde. C'est la fête des catholiques de la génération Z, arrivée en masse pour le jubilé des jeunes. Depuis le 28 juillet, un demi-million d'entre eux ont pu assister à des messes, mais aussi des événements organisés partout dans la ville de Rome. Et avec les vêtements de l'espoir signés par l'association d'accueil de jeunes Turis et Burnea, la Piazza della Pilota, au cœur datant de la renaissance de la cité, s'est transformée en podium pour un défilé de pèlerines rayonnantes venues de toute l'Italie et du monde entier. La moda ha a che fare sicuramente col concetto di bellezza, quindi la bellezza la si ritrova probabilmente anche dai Vangeli, in senso ampio, in senso lato, quindi una bellezza dell'anima in primis
che anche con un abito, con un costume addosso, noi donne soprattutto necessitiamo di dover veicolare tramite questo messaggio. Rispetto a una sfilata normale che di solito ha appunto al centro l'abito, qui al centro ci sono le ragazze, il loro percorso, la loro bellezza interiore e i loro valori. Proprio per questo noi durante le sfilate, più che mostrare il vestito, vogliamo proprio mostrare la ragazza. La nostra ragazza non deve essere una modella seria, ma una modella invece che porta gioia, che porta il sorriso. Chaque défilé était accompagné de lectures et de réflexions sur la dignité de la personne, la chasteté en tant que liberté et la beauté en tant que langage de la vérité. Au fil des années, l'initiative qui porte sur les podiums les valeurs d'une vie sous la bannière de l'Évangile a fini par atteindre le jubilé. L'ultima sfilata che abbiamo fatto in sede erano 17 ragazze che sfilavano, oggi ne abbiamo 21. Quindi fa vedere che è un qualcosa che aggrega, è importante questa aggregazione, capire che camminiamo insieme con le fatiche, le difficoltà dell'oggi, le cadute, le rialzate, i vari momenti, però c'è sempre la possibilità di ricominciare e di fare qualcosa di bello insieme. Selon les estimations officielles, 120 000 jeunes venus de 146 pays ont assisté à la messe de lancement du Jubilé des jeunes sur la place Saint-Pierre, un événement comparable à des journées mondiales de la jeunesse en miniature pour célébrer un jubilé de l'espérance.